Bonjour, chers amis, chères toutes, chers tous. Bienvenue dans ce quatrième épisode de Position critique, votre rendez-vous avec la pensée critique, la théorie littéraire et les sciences humaines proposées par Culture Média Algérie. Dans le cadre de mon séminaire en ligne, je suis heureux de vous retrouver pour poursuivre ensemble ces chantiers. Merci pour vos messages, vos questions et votre présence fidèle. Elles sont le moteur de ce travail collectif que nous construisons épisode après épisode. Lire un texte, analyser un fait social, interroger un événement historique, ces gestes partagent une même exigence fondamentale: partir du terrain lui-même. C'est fondamental. Non pas plaquer sur lui une grille préfabriquée, un cadre théorique importé de l'extérieur, comme un prêt-à-penser méthodologique, mais l'écouter d'abord dans ses formes, ses signes, ses discours, ses silences. C'est le texte ou le terrain social ou le fait historique qui détermine l'approche, qui appelle la méthode et non l'inverse. Cette autonomie du chercheur face aux grands appareillages théoriques n'est pas un refus de la théorie. C'est au contraire sa condition la plus rigoureuse, car aucune théorie ne vaut si elle n'est pas mise à l'épreuve du réel, convoquée par lui, ajustée à lui, parfois bousculée par lui. Donc le terrain est, comme je l'ai dit, fondamental, important. Dans cet épisode, je tente d'interroger la complexité constitutive du texte littéraire et du fait social comme objet pluriel traversé de mémoires multiples, de discours entrelacés, de traces fugaces et de savoirs hétérogènes. Nous verrons ensemble pourquoi une lecture sérieuse ne peut être qu'hybride, polydisciplinaire et fondamentalement ouverte. Ouverte au monde, à l'histoire, à l'inconscient, au langage dans toute son épaisseur sociale. Lire, c'est, pour reprendre la belle formule de l'écrivain portugais Miguel Torga, que nous retrouvons en chemin, rejoindre l'universel, mais un universel qui ne s'atteint qu'en partant résolument du local, du singulier, du concret. Donc, comme dit Torga, l'universel, c'est le local moins les murs. Lire, c'est une délicate entreprise. Le plaisir accompagne une nécessaire distance avec l'objet, une jouissance drapée du sceau d'une paradoxale froideur. Ce n'est vraiment pas simple de lire un texte. Tout s'imbrique, s'interpénètre,
interagit et s'entrechoquent. Un monde à part fait d'un amour parfait et d'une prudence qui rendrait le plaisir comme un sentiment réfléchi, une émotion froide, singulière association oxymorique. Lire, c'est aussi être conscient de la nature du texte comme un ensemble d'éléments imbriqués suggérant du sens, lieu d'articulation de l'imbrication de tous les signes, le signifiant littéraire, comme tout signifiant d'ailleurs, est le produit de tous les signes inséparables, intimement liés les uns aux autres qui le constituent. Comment lire un texte? N'est-ce pas le pervertir que de tenter d'interroger chaque élément séparément, dans la mesure où c'est le tout qui fait sens. Cette fusion des signes qui constitue le signifiant, produisant d'infinis signifiés, traversés par la logique de la pluralité et de la successivité. Ainsi, une lecture sérieuse ne peut être que pluridisciplinaire. Un texte est infini, inépuisable, otage de multiples complexités, des conditions de production, mais aussi des moments de sa réception. C'est aussi très important, la réception, je le dis depuis le premier épisode de cette série Position critique. Il est donc primordial d'adopter une démarche qui mobilise plusieurs disciplines et de nombreuses approches rompant avec le regard traditionnel, imposant aux chercheurs le choix d'une approche unique, alors qu'une lecture globalisante ou polysystémique permettrait de mieux cerner les problèmes. Un texte, un fait social, c'est un tout. Il est singulier tout en étant travaillé par une indéniable pluralité. Le signe est pluriel. On peut invoquer la spécificité du texte ou du terrain social sans évacuer l'extérieur. Tout discours est spécifique, mais cela ne l'empêche pas d'entretenir des rapports sans cesse renouvelés avec d'autres discours, d'autres espaces, d'autres temps. C'est cet entrelacement des discours qui complexifie davantage la lecture des textes et fait de tout espace un lieu marqué par les jeux de l'incomplétude, une inépuisable quête de vérité partielle et partiale. Comme le désir, il est le lieu de l'incomplétude. C'est dans ce sens qu'Olivier Manoni inscrit son entreprise critique. Il écrit ceci, je le cite, tout texte peut toujours en dévoiler un autre, et donc une psychanalyse littéraire est possible à l'indéfini et à l'infini. Il n'y a pas d'exhaustivité de la critique analytique qui semble atteindre par la radicalisation de la démarche interprétative le comble de la critique littéraire. Je partage également la position de Todorov qui considère que toutes les méthodes sont efficientes à condition d'en faire un moyen d'investigation, non une fin en soi. Interroger la structure interne d'un texte est certes nécessaire, mais on ne peut évacuer les éléments exogènes qui révèlent
la complexité de l'œuvre, ses espaces implicites, interstitiels et sa dimension humaine. De même, lire le texte ou observer un fait historique, un phénomène social, lire le texte en ignorant sa forme, ses modalités de construction, son immanence, en favorisant exclusivement les éléments extérieurs, me paraît non opératoire. La sociocritique et Claude Duché méritent d'être sérieusement interrogés, comme d'ailleurs la critique marxiste, psychanalytique ou même certaines approches à la mode, parfois peu opératoires dans leur application mécanique. Je pense notamment à la géocritique, l'éco-critique, littérature monde, etc., qui ne trouvent leur pertinence qu'à condition d'être ancrés dans le texte lui-même et non imposés de l'extérieur. C'est là le problème justement de ces approches qui sont souvent piégées par le regard extérieur sur le texte et sur la littérature. Déjà dans les années 80-70, des chercheurs conscients de la complexité de la lecture littéraire, due essentiellement à l'ambivalence de son objet et au questionnement inépuisable des textes, avaient proposé la mise en œuvre d'une lecture totalisante, convoquant la sociologie, l'histoire, l'anthropologie et bien d'autres disciplines. Cette intuition demeure aujourd'hui plus que jamais pertinente, à l'heure où les sciences humaines et sociales connaissent un renouvellement profond de leur paradigme. Les tournants spatial, mémoriel, postcolonial, éco-critique, ou encore les apports des humanités numériques viennent enrichir et compliquer le paysage des approches disponibles. Mais ces tournants ne valent que s'ils sont convoqués par les textes eux-mêmes et non projetés sur eux. Je reviens à cette idée qui me paraît essentielle, sinon fondamentale, c'est l'importance du texte, c'est la primauté du texte. On doit partir du texte pour aller à l'extérieur et revenir au texte en dernière instance. J'apprécie cette présentation de la sociologie littéraire, à ne pas confondre bien entendu avec la sociologie de la littérature, proposée par Jacques Linhart dans l'Encyclopædia Universalis. Je le cite. Orienté vers le texte et visant à en élargir la compréhension par la prise en compte des phénomènes sociaux, de structure mentale et de formes de savoir, cette discipline, dans son extension, irait de la littérature comparée de Lanson à Escarpit, à la sociologie des visions du monde de Dilthey à Lucien Goldman, rencontrant son parcours aussi bien les épistémés de Michel Foucault ou les habitus de Pierre Bourdieu, que la théorie des appareils idéologiques d'État de Louise Althusser ou celle du reflet brisé de Pierre Macheret. Donc, il est très très important justement d'avoir une connaissance de toutes ces propositions, de toutes ces approches. Il faut connaître, pour arriver à Foucault, Bourdieu, il faut connaître Goldman, Dilthey, donc énormément donc, de textes et d'auteurs. Aujourd'hui, il serait bon de s'ouvrir à d'autres disciplines, analyse du discours, pragmatique, sémiologie, anthropologie, études postcoloniales, sémiotique sociale, pragmatique de l'énonciation, qui permettrait la mise en œuvre d'une lecture plus complète
du fait littéraire. Il faut néanmoins savoir qu'il ne peut exister en littérature euh, un examen exhaustif, une lecture exhaustive. C'est du domaine de l'impossible. Comme d'ailleurs dans toute interrogation ou investigation sociologique ou anthropologique ou historique. Toute entreprise d'investigation et d'interrogation est forcément parcellaire, partielle et partiale. C'est pour cette raison que j'insiste sur le syntagme position critique, qui est l'intitulé de mon séminaire, donc qui fait cohabiter jugement de fait et jugement de valeur, énoncé à vocation analytique et valeurs éthiques. Il y a bien entendu l'intervention du critique qui devrait aussi lire chaque texte, observer chaque terrain social comme une entreprise nouvelle, exigeant de nouveaux types de lecture et de nouvelles méthodes. Je me souviens des polémiques interminables à propos de la possible cohabitation de la lecture marxiste du fait littéraire et de la psychanalyse avant qu'interviennent les travaux novateurs de Foucault, Derrida, Lacan, Althusser, Deleuze, Ricoeur et Guattari qui, bien avant l'article d'Itamar Evenzoar, publié en 1979, proposaient une manière de faire marquée par l'articulation polysystémique et les sollicitations de l'analyse du discours et de l'énonciation. Ces pionniers avaient compris que le texte est fondamentalement un espace de croisement, de langage, de mémoire, d'idéologie, d'inconscient, et que nulle méthode unique ne pouvait en épuiser la richesse. Des travaux plus récents, ceux de Judith Butler sur la performativité, de Gaëté Spivak sur la subalternité, de Paul Gilroy sur l'Atlantique noir, ou encore les apports de la théorie de la complexité d'Edgar Morin. C'est très important, cette théorie de la complexité d'Edgar Morin. Il serait bon de lire ces textes, de comprendre un petit peu ce qu'il avance et pourquoi pas d'aller sur YouTube où il y a énormément d'interventions, conférences, entretiens, etc., compte rendu de ces textes sur YouTube. Donc, tout cela confirme cette nécessité d'une pensée multiple, refusant les cloisonnements disciplinaires. Ne serait-il pas pertinent d'utiliser dans nos critiques cette manière de lire les textes littéraires perçus comme des systèmes? En 2005, la revue Littérature avait consacré un numéro spécial au rapport entre sociocritique et analyse du discours, avec de longs entretiens avec Claude Duché et Dominique Mengenot, comme s'il fallait attendre le quitus de ces deux mentors pour faire cohabiter ces deux approches. Depuis longtemps, j'encourage mes doctorants et mes collègues à adopter ces deux approches qui permettent de cerner sérieusement les contours du texte littéraire, mais tout en les interrogeant, tout en faisant appel à d'autres types de lecture, à d'autres propositions. Je suis pour une
lecture plus ou moins hybride. Ce que j'ai dit, une lecture polysystémique du texte littéraire. La sociocritique n'est ni une entreprise strictement sociologique, ni une méthode figée, tout comme l'analyse du discours. Euh, J'aurais préféré, bien entendu, que Mengno et Duché se réfèrent justement à euh, certains qui ont énormément apporté au niveau notamment de l'analyse du discours. Je pense entre autres à Rancière, Foucault, Deleuze, Althusser, Guattari. La lecture, c'est un ensemble de plusieurs disciplines, un entrelac complexe de lecture, un univers complexe avec ce brin de subjectivité qui apporte à la lecture littéraire une dose de vérité et d'humanité. La démarche et la méthode empruntées doivent être dictées par le choix du sujet et le problème posé. Le terrain est déterminant dans les choix méthodologiques. J'insiste encore, le terrain est fondamental. Toute démarche, toute méthode ne peut être opératoire que si elle puise son essence dans le terrain lui-même, les espaces théoriques et conceptuels et l'objet concret contribuent ensemble à la mise en œuvre de tout questionnement littéraire et de toute recherche en sciences humaines et sociales. C'est le texte ou le phénomène social qui appelle la méthode et non la méthode qui convoque le texte ou le terrain social. Je trouve qu'une lecture hybride et éclectique permet de mieux saisir les textes littéraires et les réalités sociales. On peut emprunter certains éléments à l'analyse structurale tout en convoquant, bien entendu, l'environnement social, sociologique et historique et d'autres paramètres psychanalytiques, pragmatiques ou sémiotiques. L'intervention de l'humain est primordiale. C'est ce degré d'humanité qui paradoxalement permet de mieux saisir sérieusement le signe littéraire. Jean-Claude Chevalier avait bien raison de souligner l'importance de la dimension référentielle. La dimension référentielle est aussi importante. On ne peut pas lire un texte, observer un terrain si on n'interroge pas le contexte, les conditions d'énonciation. Voilà ce que dit Jean-Claude Chevalier. Toute démarche, dit-il, implique référence au monde et à son interprétation, ouvre la possibilité ou la nécessité d'un recours à l'histoire. C'est dans le langage histoire, langue française, numéro 15. Même Paul Ricoeur, d'ailleurs, n'hésite pas à emprunter ce chemin. Voilà ce qu'il écrit. Le récit de fiction repose sur la visée référentielle qui le traverse. Donc, s'arrêter à l'analyse structurale, s'arrêter aux années 60, c'est, selon moi, fausser la lecture du texte. Il n'y a de sens qu'en situation contextuelle. Le sens n'existe pas sans un retour, sans la référence contextuelle. Les mots, la langue seule, ne peuvent permettre une lecture sérieuse d'un texte. L'objet pertinent de toute lecture critique demeure le texte, pas la phrase.
Il ne peut être saisi qu'en interaction contextuelle. Il convient néanmoins de prendre en considération la place et la fonction des différentes co-occurrences, les catégories grammaticales, les champs lexicaux, les embrayeurs, qu'il est utile d'interroger avant de les mettre en rapport avec le contexte. Même Ferdinand de Saussure va dans ce sens. Il est cité par Jean-Michel Adam pour aborder sainement la linguistique. Il faut l'aborder du dehors, mais non sans quelques expériences des phénomènes prestigieux du dedans. Un linguiste qui n'est que linguiste, un linguiste qui n'est que linguiste est dans l'impossibilité, à ce que je crois, de trouver la voie permettant de classer les faits. C'est dans Notes sur le discours, c'est le dernier texte de Saussure. Ce sont ces manuscrits qui ont été découverts en 96 et qui ont été édités, si je ne me trompe pas, en 2002. Et là, on découvre énormément de choses qui, parfois, mettent en question un certain nombre de vérités, je mets entre guillemets, de cours de linguistique générale, parce que cours de linguistique générale est le produit d'un travail fait, donc de citation si vous voulez, fait par des élèves de Saussure. Le sens reste donc prisonnier des différents parcours interprétatifs faits de va-et-vient entre texte et contexte, terrain et contexte, terrain social, fait historique. Comme on ne peut lire l'histoire si on oublie la dimension contextuelle, référentielle. Donc, c'est une série de va-et-vient entre texte et contexte, des jeux permanents entre le texte, ses conditions de production et d'énonciation, et sa réception. Vous voyez, c'est tout un processus. Un texte est en construction permanente. Même après sa parution, il continue d'interagir avec d'autres textes, le tissu social et les différentes pratiques esthétiques et mémorielles. La question de l'intertexte, ou plutôt du transtexte, terme que je préfère parce qu'il suggère que le texte est le lieu d'articulation de nombreux savoirs et de multiples traces dans le sens du plagiat généralisé de Roland Barthes, donc est également importante. Elle permet de comprendre les jeux esthétiques, sociaux et idéologiques qui parcourent le texte ouvert au bruissement du monde. L'intertexte, tel que le formule Kristeva ou Ripater, implique une distance qui ne correspond pas toujours à la réalité. Mais parfois, des définitions que donnent Kristeva et Ripater vont dans le sens de transtexte. Le dialogisme bakhtinien me semble plus proche d'une logique de machine textuelle, au sens où le texte est un dispositif d'interaction permanente entre énoncé, mémoire et voie sociale. Tout texte est le lieu d'articulation de plusieurs mémoires et de traces multiples. Pour Pierre Nora, qui considère la trace comme un événement majeur, aucune marque, je dis bien aucune marque ne pourrait exister d'elle-même. La dimension référentielle
serait donc essentiel. Les traces subiraient un tri inconscient, une sélection qui ne peut être opérée que par différentes structures inconscientes. Donc, le langage est un inconscient. Le moi est un inconscient. Le surmoi est marqué paradoxalement par l'inconscient et par une partie, si vous voulez, ou des parties conscientes. Les traces subiraient donc, comme je l'ai dit, un tri inconscient, une sélection qui ne peut être opérée que par différentes structures inconscientes. Il y a donc une censure préalable. Le lecteur se transforme en artisan qui déconstruit et reconstruit des débris de mémoire, des fragments de réalité, découvrant l'impossibilité de reproduire tel ou tel événement à partir de ce que Pierre Nora appelait la trace témoin. Nous sommes ici face à un paradoxe. La trace primaire est nécessaire, mais en même temps fragile, se muant en écueil méthodologique. J'aime beaucoup cette phrase que j'ai déjà citée de l'écrivain portugais Miguel Torga, qui définit brillamment les rapports entre le local et l'universel. Cette phrase, c'est l'universel, c'est le local sans les murs. Aussi, devra-t-on chercher les traces d'autres parcours culturels, ce que vous voulez, d'autres littératures, des espaces mémoriels et historiques, des codes linguistiques et langagiers, des moments de vie qui participent de la construction du texte. L'interrogation des structures institutionnelles et de l'univers du texte pourrait également permettre une plus grande fluidité sémantique. Le questionnaire et l'enquête pourraient, parmi d'autres outils, y compris ceux que proposent aujourd'hui les humanités numériques, les corpus électroniques et l'analyse computationnelle des discours, apporter des informations décisives à la compréhension du texte, même s'il risque d'engendrer une certaine, provoquer, engendrer, comme vous voulez, une certaine subjectivité, d'ailleurs paradoxalement souhaitée. Le questionnaire est souvent marqué par les jeux quelque peu trop personnels et subjectifs de celui qui élabore les questions et de celui qui y répond. De complexité et de subjectivité se confrontent avec comme élément médiateur les mots qui eux-mêmes se caractérisent par une extraordinaire complexité. J'aime beaucoup ce mot complexité et c'est pour cette raison que je vous invite à lire les travaux d'Edgar Morin, ce qui rend donc l'entreprise à la fois délicate et féconde. La littérature est un processus complexe de pans mémoriels et de traces fluides, peut-être éphémère, d'une multiplicité de signes et d'un dialogue ininterrompu de signifiants en mouvement. C'est ce qui rend la lecture, qu'on ne peut détacher de l'écriture, une entreprise extrêmement délicate. Lire, écrire, c'est une relation dialectique dont nous devons tenir compte. Tout texte, tout discours est marqué par le social. Le discours est ancré dans le social. C'est ce que nous enseigne Ferdinand de Saussure, qu'il reste à relire autrement, surtout après la redécouverte de sa note sur le discours qui s'insurge contre la prégnance de la grammaire scolaire et normative en insistant sur, je le cite, le caractère social des faits de langue. Émile Benveniste poursuit la même
démarche en interrogeant d'autres territoires et en mettant en œuvre d'autres perspectives évoquant, je le cite, le caractère social de la langue comme l'un de ses caractères internes. Saussure reste présent même chez ceux qui interrogent autrement son propos, comme Pécheux et Foucault, qui tout en prenant leur distance avec l'auteur du cours de linguistique générale, ne peuvent ignorer ces orientations générales consacrant de manière remarquable le retour du refoulé. Foucault rejoint ainsi Saussure, sans toujours le dire explicitement, notamment lorsqu'il estime que le sens ne relève pas d'un questionnement strictement linguistique. Voilà ce que dit Foucault, Michel Foucault. L'énoncé, ce n'est ni la proposition, ni la phrase, ni l'acte de langage. C'est très très important. Lire, c'est donc traverser des murs, les murs du texte, les murs de la méthode, les murs de la discipline, les murs de la société, les murs du monde, les murs du moi. C'est ce que nous rappelle avec une économie de mots admirable la formule de Miguel Torga, le terrain n'atteint l'universel qu'en partant du local. Quand on lit le bruit et la fureur, on part du local, et c'est ce local qui finalement se mue en universel. Donc, et là c'est comme d'ailleurs, pas unique, mais Joyce également, dans, dans Ulysse de Joyce, on a la même situation. On part du local, donc d'un élément précis, d'une journée, et qui fait sens et qui fait monde. C'est ça l'universalité. L'universalité créée, elle n'est pas, elle est provoquée, engendrée par le local, par le terrain social, par ces petites choses, ce petit lieu qui fait que, à partir de l'écriture, que nous sommes dans l'universel. Et c'est pour ça qu'un texte, Le bruit et la fureur ou Ulysse, sont des textes entre guillemets universels. Aucune grille théorique, aussi sophistiquée soit-elle, aucune grille théorique, aussi sophistiquée soit-elle, ne peut suppléer ce mouvement premier d'écoute du texte dans sa singularité, sa complexité, sa pluralité irréductible. Les approches récentes, qu'elles viennent des études décoloniales, de la théorie de la complexité, des humanités numériques ou de la pragmatique de l'énonciation, confirment cette leçon fondamentale. Le texte déborde toujours les cadres qu'on lui impose. Et c'est précisément ce débordement qui en fait un objet vivant, inépuisable, résolument humain. C'est cette complexité qui fait la littérature. Cette complexité qui fait la littérature. Lire Cent ans de solitude, Macondo qui devient un village un peu spécial, qui devient le monde, qui se mue en espace universel. Merci de m'avoir suivi pour ce quatrième épisode de Position critique. J'espère que cette réflexion sur la complexité de la lecture
et la nécessaire pluralité des approches aura suscité des questionnements utiles pour vos propres travaux et pratiques critiques. Je reviens à l'idée de pluralité, de complexité, aussi de la nécessité de lecture polysystémique qui nous permettrait de mieux saisir, de mieux cerner le fonctionnement d'un texte, le fonctionnement d'une réalité sociale et aussi un processus historique. Bien sûr, comme je l'ai dit au début, euh, un texte, l'analyse d'un texte, l'analyse d'une société, c'est de tout prendre en compte. Je vous donne donc rendez-vous mardi prochain pour le 5e épisode qui abordera deux questions intimement liées et décisives. D'un côté, le plaisir et la jouissance de la lecture, ce qui me fait penser à Roland Barthes, cette dimension charnelle et subjective que Barthes a si magistralement explorée. De l'autre, la question de la mort de l'auteur est ce que j'appellerais la mise en œuvre des cendres de l'auteur. L'auteur est extrêmement présent. La mort, ce n'est pas dans le sens de disparition physique, j'allais dire, de l'auteur. L'auteur est là. Il est présent à travers les pans de discours distribués aux personnages. Donc, comment le texte survit à celui qui l'a écrit? Comment il se reconstruit dans chaque lecture? Et ce que cela dit de notre rapport au sens, à la mémoire et à la création. Merci beaucoup, chers amis, et à très bientôt. Merci, merci et merci.